aujourd'hui sur le donc il y aura 2 parties sur la présentation d'aujourd'hui. Donc on va partager sur les customer journey, les concepts, l'apport que ça peut avoir, tant pour la qualité que la qualité pour, l'entreprise. Et après il y aura une partie pratique qui sera donc réalisée par, Simon et Cédric, en expliquant un peu les concepts clés qu'on peut utiliser, les briques, clés qu'on peut utiliser dans Cerberus pour justement mettre en place, du monitoring de customer, journey. Pour information, l'ensemble des si jamais vous avez un problème au milieu du meeting ou et cetera, donc l'ensemble des bon, il y a d'autres vidéos, mais les meet-up aussi maintenant, on les met à dispo, sur la chaîne YouTube. Donc voilà, si vous voulez aussi vous amuser à souscrire pour voir les prochaines vidéos, n'hésitez pas, il faut juste chercher, Cerberus Testing, dans YouTube. Donc voilà, moi je vais beaucoup me focaliser sur le pourquoi en fait et que sont les customer journée, et puis c'est ces 2 points-là qu'on va se focaliser. Et après donc Simon et Cédric prendront la main sur la partie comment, mettre en place ça, et puis on aura, les QA formels à la fin, mais encore une fois, n'hésitez pas durant le talk à intervenir. Donc du coup là, j'ai un peu repris du contenu sur, qu'est-ce qu'on parle en fait sur les customer journée. Et en fait, je pense que c'est intéressant de garder en tête la perspective hyper business de ces customer journée qui en fait, c'est tout ce qui permet de supporter le client à résoudre le problème initial, qu'il est venu consulter sur notre site. Donc voilà, sur un site e-commerce, je pense que on est assez clair sur, le but, c'est à la fin d'arriver au checkout et de payer et de faire l'achat. Mais ce qui est intéressant avec la perspective de customer journey, c'est qu'on ne se focalise pas justement uniquement sur le fait, d'aller faire un checkout et un paiement. On se focalise aussi sur les différentes phases, qui vont faire que le client à la fin achète, mais aussi peut être un advocate de notre entreprise, de notre marque. Et donc en fait, l'importance et puis l'utilité des customer journey, c'est bien de se les focaliser sur les différentes stages et maturité des clients, et pas uniquement sur ce prisme ici. Parce qu'en fait, bah voilà, je pense que la réalité, c'est que ici, c'est bien la fin du funnel. Mais pour garantir ça, il faut bien que chacune de ces étapes ici de customer journey se soit bien déroulée. Et donc, d'où l'importance de pouvoir les monitorer en production, parce que le client n'est pas dans nos environnements d'UAT, il est bien sur ceux de production. Et donc, c'est là toute la valeur du monitoring en production des customer journey. Juste alors un point d'attention, je pense qu'il faut avoir sur les customer journey, c'est que on va souvent avoir une approche technique des customer journey en disant je peux me connecter, je peux ajouter des articles au panier, je peux faire tel type d'action, payer avec tel type de moyen de paiement, etc. Et en fait, le sujet, c'est que sur on va dire la valeur, la perception de valeur en tout cas des customer journey sur une plateforme digitale, elle n'est pas uniquement réalisée par l'aspect technologique. Il y a aussi tous des aspects, on va dire, humains et un peu plus difficiles à mesurer par de la technique, la partie satisfaction, le ressenti de l'expérience. Voilà. On arrive aujourd'hui avec quelques éléments, les évolutions, par exemple, si vous avez vu passer là, les Google Web Vitals qui ont vachement évolué vers le ressenti de l'interface, le chargement, etc. Néanmoins, il reste quand même des éléments difficiles à mesurer. Donc, je pense que le message ici, encore une fois, c'est comme les tests, c'est pas parce que tous vos monitoring journées seront au vert que forcément on aura la business value et le succès de l'entreprise. Ce sera un élément, effectivement, un indicateur fort d'une potentielle bonne expérience utilisateur, mais il reste néanmoins beaucoup d'autres éléments à considérer, principalement sur des aspects de UX et de design. Et alors, pourquoi est-ce que les customer journey ont néanmoins une très forte valeur on va dire, dans notre approche de QA, de qualité et de testing? C'est que voilà, quand on fait de l'engineering, on pense souvent d'un système IT avec cette vue architecturale, logicielle. Donc voilà, on identifie bien nos layers, la UX, etc. Mais en fait, le sujet, c'est qu'on se retrouve souvent avec des gens côté IT qui vont se dire, bah moi j'ai fait mon appli très bien, mes bases de données, mes services et tout. En plus, j'ai même fait des tests unitaires, des tests d'intégration, tout se passe bien. Et en fait, tous les tests qui vont être faits d'un point de vue IT pour essayer de valider ce qui marche ou ne marche pas, en fait, on oublie parfois la question un peu basique de est-ce que le système que j'ai construit va répondre aux besoins de mes utilisateurs. Et en fait, c'est là, je pense aussi, la valeur de toute la QA,
qui est de rééquilibrer aussi le message des tests qui peuvent être faits, unitaires, intégration qui sont importants, mais qui est aussi de rééquilibrer la perspective de l'ensemble de ces acteurs sur, à la fin de la journée, est-ce que mon système permet bien de supporter mes customers de journée et l'apport de valeur et la satisfaction de l'expérience client. Et donc en fait, c'est là aussi l'apport des customers de journée. Donc voilà, si on reprend un peu quelques bénéfices à mettre en place du monitoring et une supervision des parcours clients, donc je pense qu'il y a à la fin quand même une amélioration de la performance qui se traduit par des indicateurs, voilà, métiers, le client qui revient sur notre plateforme par exemple, et après il y a des indicateurs plus traditionnels comme le taux de transformation, un peu traditionnel en e-commerce. Il y a aussi pour moi des autres avantages qui est ce qu'on voyait sur le slide précédent, en fait, c'est l'alignement transverse et la collaboration améliorée entre les acteurs. C'est-à-dire qu'à travers l'identification des customer journées, on peut recentrer le dialogue entre product management, dev, QA et opération. Et je pense que ça, c'est très fort et puis ça évite un peu la personne des opérations ou du dev qui va dire bah moi tout se passe bien, CPU RAM, tout est vert, mais en fait le client ne peut même pas réaliser ses opérations basiques. Donc ça je pense que c'est une vraie force de recentrer les équipes sur l'objectif commun de l'entreprise d'une bonne expérience client. Un autre élément intéressant et indirect des customer journée qu'on voit pas forcément, c'est que je pense que on voit tous émerger là. Bon, tout le monde a commencé à mettre des bannières. Est-ce que vous acceptez les cookies sur le site? D'ailleurs, la moitié des cookies, enfin des pop-ups sont tellement compliqués qu'on a tendance à vouloir tout accepter. Mais bon, la tendance de fond derrière ça, c'est que il va être de plus en plus difficile de collecter de la donnée client et c'est un peu normal avec l'évolution de tout ce qui est privacy sécurité dans l'écosystème. Mais en fait, le fait de faire tourner des cas de test régulièrement en production axés sur notre expérience client. Si on a en même temps eu ça en tête et qu'on a bien mis en place de la collecte de data, ça nous permet, par exemple, moi, ce que j'appelle first party data collection, c'est que nous-mêmes collectons de la donnée sur les parcours clients. Et donc, on peut avoir, par exemple, les chargements de pages, on peut aussi, par exemple, mettre en place des contrôles sur les fameux Google Web Core Vitals, et on peut aussi avoir, par exemple, savoir le parcours d'achat ou bien le fait d'acheter, d'ajouter un article au panier, de l'acheter, etc. Combien de temps ça prend sur le mobile, sur mon site web, dans tel pays, dans tel type de device, etc. Et en fait, toute cette donnée va nous permettre de créer de la connaissance par la suite et une force qu'on peut utiliser dans l'amélioration toujours de l'expérience utilisateur. Un quatrième point, c'est que si on monitore, par exemple, tout le temps le fait de pouvoir se loguer, chercher des produits, créer un compte, accéder à son compte, etc., ben, en fait, si on fait des déploiements en heures ouvrées et également en heures non ouvrées, et ben, en fait, si par exemple quelqu'un fait un déploy sur un service de checkout la nuit, parce que malheureusement, par exemple, c'est pas des déploiements sans downtime, ben, en fait, grâce à tous nos monitoring et notre outillage de supervision de customer journée, ben, on peut détecter avant qu'un client réel arrive à 6h, 7h du matin sur notre plateforme, qu'il y ait une disruption du service. Donc en fait, c'est là aussi toute l'importance et la réutilisation en fait de notre monitoring de customer journée. Et après, en fait, tout ça, effectivement, contribue à faire une feedback loop d'amélioration continue sur notre pipeline de développement et de product management de nos produits digitaux. Donc voilà. Donc quand même pas mal de bénéfices, encore une fois, si c'est bien fait, bien pensé, métier, end-to-end, etc. Mais je pense qu'il y a vraiment un avantage à aller dans ce type de démarche. Non, c'est bon, j'ai pensé avoir passé un slide. Donc il y a quelques éléments un peu clés à avoir en tête sur les concepts clés sur les customer journées. Donc c'est composé de stages comme on le voyait au début. Donc c'est pas uniquement le fait de faire une action, c'est bien des stages et ensuite composé d'une série d'étapes. Et donc ça c'est pas mal d'avoir ce modèle en tête parce que c'est ce qui nous permet par exemple de concevoir plus proprement les test cases par la suite, alignés sur ces stages et étapes. Et les touchpoints sont intéressants, je pense, parce que ça nous permet à la fois d'avoir en tête sur quel device, par exemple, les clients vont pouvoir interagir, mais également de pouvoir aligner les touchpoints avec les actions qu'on va réaliser dans nos test cases. Voilà. Puis après, vous avez les divers départements qui est là et plutôt la matérialisation sur les différents domaines de votre produit. Voilà, le domaine d'achat, la partie produit, la partie basket, la partie panier, la partie customer service, etc. Ça vous permet de composer et d'avoir une vision vraiment client à la fin de où est-ce que c'est le plus critique. Et quand vous faites vos dashboards, après, vous pouvez du coup faire des dashboards orientés vraiment métier sur si mon cas de test qui vérifie tel touchpoint, tel département et tel step, est-ce qu'il se passe globalement bien sur les divers devices disponibles.
Voilà, donc après, à garder en tête, ça c'était un point à voir, c'est que voilà, les customer journées peuvent être, on va dire, supervisées ou mises en place par différentes techniques de test. Donc voilà, je pense que vous connaissez globalement les testing quadrants, mais c'est des outils intéressants à s'y référer. Donc voilà, nous aujourd'hui, on va beaucoup partager sur la partie functional test. Et bon, même si néanmoins, ça peut quand même toucher sur d'autres sujets. Voilà, on peut faire du test de perf, etc. là-dessus. Ça peut être aussi permettre de faire de l'UAT, parce que nos customer journée, on doit les valider en QA, en UAT avant de les mettre en production. Donc voilà, on peut réutiliser nos tests au travers des divers quadrants que vous voyez ici. Donc voilà, c'était un peu l'introduction sur le pourquoi et l'importance des customer journées, puis avoir un langage harmonisé. Donc sur le comment implémenter dans Cerberus, on va parcourir un peu la boucle d'itération standard dans Cerberus. Et donc dans l'idée, enfin pas dans l'idée, dans l'objectif aujourd'hui, on va se focaliser sur la supervision en production, même si l'idée c'est tout ce qu'on va vous montrer est bien sûr intégrable dans une feedback loop et dans votre pipeline de CI/CD, etc. Voilà, tout aussi dans un effort de focalisation du discours, ce sera focalisé sur cette partie-là. Ce sera sur un site réel de e-commerce, donc ça permettra aussi facilement d'extrapoler les cas d'usage qu'on va vous présenter aujourd'hui sur vos réalités d'entreprise. On a choisi de mettre en place différents use cases que vous retrouverez ici, qui seront présentés dans Cerberus. Donc voilà, des customer journey assez simples sur lesquels on les a bien rattachés à nos fameux steps de customer journey dans le reste de la présentation. Et donc, les différentes briques qu'on va parcourir dans Cerberus, seront bien les trois principales de le repository, l'execution et la partie reporting. Et donc, on va parcourir les différents concepts attachés à chaque notion, chaque bloc. Donc, il y aura la définition de nos customer journées au travers de l'application du test case et des labels. Et ça, Simon expliquera l'utilité et l'importance des labels, principalement pour l'aspect exécution et visibilité. Donc ensuite, l'exécution sera gérée par l'aspect campagne pour regrouper nos différents cas de test. Et on pourra du coup exécuter régulièrement nos cas de test, comme on parle de supervision, via l'utilisation de la partie scheduling et gestion de queue intégrée à Cerberus avec la partie priorité, etc. Et ensuite, il y a du coup tout ce qui est le pilotage avec un pilotage opérationnel via la mise en place d'alertes, mais également l'aspect plutôt reporting, analytics, enfin, vraiment plus dans le management et le pilotage de la performance à moyen et long terme par l'utilisation des dashboards intégrés. Voilà. Je ne sais pas, Simon, si tu es là, si tu peux mettre la caméra peut-être et le micro et je te Ouais, passe la tout à fait. Bonjour à main. tous. Hello. Alors, je vais arrêter le partage et normalement tu peux prendre le partage sans problème, sinon. Ouais, ça marche. Dis-moi. Hop. Normalement, c'est bon, de Nickel. quoi devant mon écran. Ouais, on voit. Voilà, Nickel. parfait. Donc oui, donc bonjour à tous. Donc là, on va effectivement passer sur la petite partie Cerberus pour remettre un petit peu en lumière tout ce qu'a pu expliquer Antoine précédemment. Donc, pour reprendre un petit peu, en tout cas les dernières slides qu'il a dit, effectivement, on retrouve ici la liste des cas de tests qu'on a écrits sur le site d'Amar. Donc, c'est tout cela qui nous intéresse, parce que là, c'est pour l'autre démo sur les API. Mais en tout cas, c'est ceci qui nous intéresse. Donc, on a effectivement divers scénarios qui peuvent être utilisés de manière générale pour des tests sur de la prod ou même sur de la pré-prod. Donc, du style, cliquer sur le logo et vérifier qu'on est bien redirigé sur la home page, pouvoir se déplacer sur une section bien précise d'un site, etc. Ou accéder, par exemple, à son panier. Voilà, c'est des fonctionnalités qui sont assez basiques, mais qui méritent d'être vérifiées assez régulièrement et donc d'être mises dans des campagnes. Donc, rapidement, ces tests-là, effectivement, on les avait déjà précédemment rentrés dans des folders pour s'y retrouver un petit peu plus dans Cerberus quand on a une quantité plus grande de tests. Et également, on a utilisé ce qu'on appelle les stickers, aussi labels. Donc, des stickers qui permettent à la fois de les catégoriser par rapport à des features bien précises, comme la connexion, homepage, account, product et carte. Et également, ce que je montrerai après quand on va aller plus en détail dans la création de campagne, c'est qu'on a également rattaché à ces tests, à ces cas de tests, un stickers, bien en particulier, qui est commun à tous. Donc là, on l'a appelé Campaign Scheduled, qui permet en fait de dire on va jouer tous les tests qui ont ce label-là pour la campagne.
Donc concrètement, comment ça se passe? Donc on a nos 4 tests, on leur a rattaché des stickers. Ensuite, du coup, il suffit d'aller dans Run Campaign. En temps normal, on fait Create Campaign pour créer une nouvelle campagne. Nous, on l'a déjà créée, mais je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Donc c'est celle-ci. Donc très basiquement, on lui met un nom, on peut lui mettre une petite description. Ensuite, dans le Test Case List, c'est là où on va justement, grâce à la liste des labels, pouvoir aller sélectionner les labels qui nous intéressent. Donc, c'est-à-dire qu'on va dire, bah, je prends tel label et donc tous les tests qui sont rattachés à ce label vont être joués. Donc, pour ce scénario-là, on a pris donc ce label-ci. On peut aussi le faire avec des critères de priorité, avec les différents types de statuts, applications. En tout cas, voilà, il n'y a pas que avec les labels qu'on peut générer des campagnes et donc sélectionner des tests. On peut aussi le faire avec d'autres moyens du système qui est dans Cerberus. Ensuite, on configure son environnement. Donc, pareil, si on veut jouer la campagne dans différents environnements pour différents pays ou sur différents robots, je pense surtout, par exemple, à des campagnes sur, par exemple, mobile ou même si on veut faire sur différents types de téléphones ou pour le web sur différents navigateurs. Donc là, pour ce cas-là, on a pris la country FR, l'environnement QA et le robot Cerberus Chrome. Encore une fois, on peut l'adapter si on veut faire des tests sur la prod. On prend l'environnement prod, il n'y a aucun souci. Ici, on retrouve un petit peu les différents paramètres qu'on peut mettre ou non. On les retrouve quand on lance un test unitairement. Si on veut remettre un tag, si on veut avoir des screenshots, si on veut avoir une vidéo, etc., faire des retries, le timeout. Voilà. Tout ça, c'est configurable sans problème. Et ce qui nous intéresse également aussi ici, du coup, c'est l'onglet Scheduler. Donc là, en fait, on va pouvoir paramétrer le lancement de notre campagne à des fréquences souhaitées. Donc, on a pour ici, pour aujourd'hui, en fait, on a préparé le meet-up en créant cette campagne-là avec une fréquence de toutes les 12 heures. Donc, je vous montrerai après. On a un historique des campagnes qui ont été jouées automatiquement toutes les 12 heures depuis maintenant presque 2-3 semaines. Donc, comment ça se passe? En fait, il suffit de rentrer ici le cron expression que l'on souhaite. Et pour bien sûr bien l'écrire, on a déjà ici un exemple qui permet un petit peu d'illustrer. Et sinon, on a le lien ici qui permet d'aller sur un site bien spécifique et de pouvoir, en fait, selon la fréquence que l'on désire, créer justement l'expression qui est associée. Donc après, il suffit de la rajouter là. Et on peut en ajouter autant qu'on veut. On peut en ajouter si on veut qu'elle soit jouée toutes les 12 heures, mais aussi chaque vendredi à telle heure, c'est possible. Et enfin, du coup, les notifications. Donc, parce que c'est bien beau de lancer les campagnes, mais c'est bien aussi d'être notifié parce qu'on peut être pris dans le flot de notre activité et pas forcément voir quand elles sont lancées. Donc, on peut être notifié par mail ou par Slack. Donc, par mail et par Slack, à chaque fois, on peut être notifié soit à l'exécution, soit à la fin, ou les deux d'ailleurs. Et donc, il suffit pour le mail de rentrer l'adresse mail ici. Et pour le Slack, il suffit de rentrer le webbook qui est le channel souhaité. Le webbook, en fait, on l'obtient depuis Slack, le site Slack. Il y a toute une vidéo, je ne vais pas trop m'éterniser dessus, il y a toute une vidéo qu'Antoine avait fait il y a quelques temps dessus qui explique comment configurer Slack et le webbook, en tout cas, comment l'obtenir et venir l'insérer dans Cerberus pour pouvoir ensuite avoir nos notifications. Juste pour vous illustrer un petit peu comment ça rend, ce genre de notification, on a par exemple par mail, donc on le voit ici. Par exemple, ce mail-ci, c'est le mail de démarrage de la campagne. Donc, il me notifie que la campagne a commencé. Et en plus, on a le lien vers l'exécution. Normalement, je vais te rediriger vers le dashboard d'exécution de la campagne. Voilà. Donc là, on a le dashboard de la campagne. Donc là, elle est terminée. Donc, on a 6 OK, 1 KO sur un total de 7 tests. Et après, on peut, comme d'habitude, aller voir les tests qui sont KO et voir ce qui se passe. Et pour le mail de fin d'exécution, voilà, là, on a un petit récap avec justement les informations que je viens de donner. Donc, les OK, les KO, quel test, du coup, est tombé en KO. Donc, on a déjà un premier récap qui permet d'avoir une visibilité globale de la campagne et avec, encore une fois, le lien qui renvoie, je ne vais pas le rouvrir, mais qui renvoie, du coup, sur cette page-là. Et pour Slack, du coup,
Pour Slack, du coup, quand une campagne est lancée, on a, hop, donc ça, on est bien on est sur le channel qu'on voit ici, là, qu'on a configuré. Et donc, à chaque fois qu'on lance une campagne, on a cette notification-là qui nous dit que la campagne a commencé. Donc, pareil, le lien qui renvoie vers l'exécution report. Et quand elle est terminée, on a effectivement donc les informations du nombre de hockey, KO et de FA. Et pareil, le lien vers l'exécution, enfin le reporting de la campagne. Voilà à peu près comment ça se présente en notification. Donc, c'est plutôt pratique puisque comme ça, on sait quand sont lancés et surtout, à titre personnel, moi, je m'en sers parce que du coup, les développeurs avec qui je travaille, eux, lorsqu'ils mergent du code, ils ont fait en sorte que une campagne de régression est lancée et donc moi, ça me notifie. Donc, je sais qu'une campagne est lancée, qu'il va falloir que je la vérifie quand elle sera terminée plutôt que d'avoir à ce qu'ils aient à me communiquer, qu'ils aient à avoir un mail là-dessus. Je suis complètement autonome là-dessus et c'est plus pratique. Donc, quand on a lancé la campagne, enfin, quand on a configuré ça, ensuite, on peut lancer la campagne, ensuite save. Et, et voilà. Donc, je ne vais pas le refaire là parce que de toute façon, je vous ai montré un petit peu les notifications, comment ça se passe. Et donc, ça, c'est bien. Donc, on a effectivement pu voir comment on peut créer une campagne et comment on peut être notifié. Après, ce qui est bien, c'est que donc, on peut la voir, comme je l'ai montré unitairement, depuis campagne report by tag. Donc là, on peut voir la dernière campagne qui a été lancée. Mais ce qui peut être bien aussi, c'est de voir sur justement une certaine fréquence, une certaine durée, l'ensemble des campagnes qui ont été jouées. Ça permet d'analyser deux choses qui sont importantes qu'on peut retrouver en Cerberus. Donc, on va dans Campaign Execution Reporting Over Time. Là, on a une série de filtres. On peut choisir donc, du coup sa campagne. Donc, nous, c'est celle-ci qui nous intéresse. Et du coup, une plage de jours sur lesquels on va voir toutes les campagnes qui ont été exécutées, enfin, toutes celles celles qu'on a choisies. Donc, je vais prendre par exemple à partir du 1er mai, hop, jusqu'à aujourd'hui, très bien. Je charge. Et là, du coup, voilà. Donc là, Cerberus me ressort en fait différentes données par rapport à par rapport à cette campagne-là, le nombre de fois qu'elle a été jouée durant la plage de jours que j'ai sélectionné. Donc, deux choses qui m'intéressent vraiment, moi, dans cette page-là, c'est effectivement la durée. Ça permet de voir justement s'il y a eu un moment, un pic, et qu'il y a quelque chose a fait que la campagne a pris plus de temps à s'exécuter qu'un autre jour. Donc, on peut le voir. Bon, là, par exemple, ça se varie vraiment, c'est une minute à deux. On a 7-4 tests, c'est vrai que ça va très, très vite. Donc, même si le graphique paraît avoir des gros écarts, ça ne l'est pas tant que ça, parce que c'est qu'une minute de différence. Et donc, on peut voir le nombre de fois que la campagne a été exécutée durant Ouais, puis ce qui est intéressant, c'est si on a effectivement exécuté sur plusieurs pays nos tests, en fait, on peut directement voir est-ce que j'ai un problème, je sais pas, sur UK, Portugal, Espagne, enfin, on le voit en fait directement. Ouais. Ouais, tout à fait. Ça, je passe très vite, mais en gros, c'est pour voir si tous nos cas de tests qui sont dans notre campagne ont bien été joués, parce que parfois, on peut mettre des conditions sur l'exécution de certains tests, donc parfois, ils ne sont pas tous joués. Là, en tout cas, on a fait des tests très, très simples, donc forcément, les 7 sont joués, donc il n'y a pas de souci. Et là, en fait, celui qui m'intéresse le plus aussi, c'est celui-ci, parce qu'on a directement un visuel sur le statut final de la campagne. Du coup, on peut voir, pareil, on peut essayer de comprendre pourquoi tout d'un coup, j'avais des campagnes qui passaient à 100% et tout d'un coup, j'ai eu des KO. Ça peut du coup se dire, bah voilà, si pendant le mois, il y a eu un moment où on sait qu'il y a une coupure réseau, on sait qu'il y a eu des soucis pour X raisons, on peut l'expliquer. On peut comprendre, on peut se dire, ah, voilà, effectivement, là, c'est de telle date à telle date à telle date, j'ai eu des KO, effectivement, ça correspondrait à un événement en particulier, ça s'explique. Et du coup, c'est plus visuel et ça permet de, pourquoi pas, après, s'en servir pour créer des petits rapports et donc communiquer auprès des équipes avec ce genre de données. Voilà. Je pense avoir fait le tour, en tout cas, sur la partie création de campagne et visualisation des données. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, toi, Antoine, là-dessus. Non, je pense que c'était vraiment ça les points principaux. De toute façon, on voit effectivement que je pense qu'il est intéressant
d'avoir en tête, je pense, c'est qu'en fait, là, il y a quelques éléments clés, je pense, qui permettent d'avoir une approche à la fois itérative et scalable. Je pense que c'est Mhm. vraiment le fait d'utiliser donc les tags, comme a montré Simon, ou les labels, etc. En fait, le fait de ne pas coupler la définition de notre campagne de monitoring, de customer journey ou de supervision avec une liste de cas de tests fixes, ou etc. Ça permet en fait d'aller assez vite. Par exemple, là, on a fait 7 cas de tests, on aurait pu en avoir qu'un d'ailleurs, hein, sur lequel on crée tout de suite une campagne avec le label monitoring. On met le test en scheduling toutes les minutes. Il y a rien qui nous empêche de faire ça sur l'ensemble de nos devices et expériences clients. Et puis, au fur et à mesure que les équipes ensuite de QA viennent additionner des cas de test qu'on juge de Customer Journey, bah, on peut venir additionner même des labels après de ce qu'on a vu au début. C'est quoi le stage, c'est quoi le step de la Customer Journey. Et du coup, par exemple, tous les reportings qu'a montré Simon vont nous donner un reporting de OK KO, de temps de performance, etc. par typologie de stage, de awareness, etc. sur les Customer Journey. Et en fait, tout ça sans rien changer à notre colonne vertébrale de définition de campagne, monitoring, alerting, etc. Mais en fait, ça c'est intéressant parce qu'on peut vraiment avoir une approche qui apporte de la valeur, qui est itérative, et on ne doit pas reconstruire notre château de cartes à chaque fois que quelque chose change, quoi. Donc c'est un peu là, je pense, la valeur de la partie intégrée de l'outil, quoi. Mm. Ouais, également. Est-ce que vous avez des questions? Je n'ai pas regardé le chat encore. Moi, j'avais une petite question, alors qui est pas directement liée au monitoring, à ce qu'on teste dans le monitoring, mais comment on peut gérer le fait d'avoir une activité qui nécessite l'exécution de tests indépendamment du monitoring. Et ma question, elle est comment on gère les priorités en disant bah, le monitoring, ok, il tourne, mais j'aimerais bien Ouais, qu'il ait une priorité moins importante que quand moi j'en ai besoin. Je veux que quand je ouais, lance les tests, et si à ce moment-là j'ai le monitoring qui tourne, que le ouais, monitoring se ça mette en j'ai. pause. Ouais, ouais, ça du coup c'est avec l'utilisation de la partie queue management. Tu peux aller dans Run là, Simon, tu sais, dans le menu à gauche Run. Tac tac, t'as Execution in Queue. Donc ça, c'est pour voir la queue, hein, mais c'est pas là qu'on la gère directement. Mais en fait, il y a D'accord. toute une gestion de queue qui a été implémentée dans Cerberus. Donc là, c'est l'administration de la queue, hein, qui permet voilà, de filtrer ce qui est pending, etc. Ça gère plusieurs choses. Par exemple, la dépendance entre les tests, etc., qui sont gérés au niveau de la définition. Dire tel test dépend de tel test avant. Et du coup, on peut dire je lance ce test, par contre, il va que se déclencher si, par exemple, il y a la même exécution dans le même environnement qui a été réalisé avec succès dans un intervalle de temps donné. Mhm. Mais ce qui nous intéresse plus particulièrement, effectivement, là, sur la partie Customer Journey, enfin, monitoring des Customer Journey, c'est la notion de priorité. Et donc, en fait, on peut définir une priorité à nos tests dans les exécutions. Et du coup, ça veut dire qu'on peut définir, associer à chaque test qui est potentiellement une customer journée, lui mettre une priorité 1 par exemple, et puis les autres tests ou 0, et puis tous les autres tests par défaut ont la priorité 1. Et ça va faire que quand on va lancer une exécution de campagne, Cerberus automatiquement va prioriser en priorité les tests à plus forte priorité. Et du coup, effectivement, au détriment des autres test cases, en gardant en tête que la contrainte principale, c'est la contrainte du nombre d'exécutions en parallèle qui est possible avec le cluster local ou remote, que ce soit les tests web ou mobile. Et en fait, c'est ça qui est. Ok, c'est cette notion-là. Donc, parce que je me demandais si la notion de priorité se gérait pas au niveau de la campagne. Non, c'est bien au niveau de chacun des tests, en fait. Ouais, enfin, de préférence, c'est mieux. On le fait plutôt au niveau des tests, même si au niveau des campagnes, on peut le gérer également. Ouais. En fait, la Parce que queue, et c'est la queue qui gère ça. En fait, elle regarde en premier la partie test et après, s'il y a une contrainte au niveau de la campagne. parce que j'ai vu, D'ailleurs, ouais. tu peux aller dans Execution Settings, peut-être, Simon, juste de côté. Ou De peut-être dans le nos header, cas de là. test, pardon. Ouais, ouais. Hop. Voilà. Là, c'est un peu comme ça montre c'est plutôt les contraintes d'activation que je voulais montrer. Il y a aussi, par exemple, Activate Prod, qui par défaut est à false. Donc ça, faut pas oublier de le mettre à Ouais. true. C'est le mécanisme de sécurité, mais pour les customer journée, Ouais. il vaut mieux avoir sécurisé ça. Parce qu'au niveau de la campagne, j'ai vu qu'il y avait un champ priorité aussi. Il Ouais, fonctionne comment, du coup?
C'est parce qu'il y a les deux niveaux de contraintes, donc il y a test et campagne. Oui. Ouais, Je pense que continue. c'est là. Je pense que c'est là. Ouais, c'est ça, tout en bas, là, en bas à gauche. Ouais, tout à fait. Ouais, voilà. Donc ça, c'est effectivement le deuxième niveau de contrainte qui va être utilisé. Donc nous, ce qu'on fait plus normalement, hein, c'est plutôt les campagnes, c'est utile parce que du coup, ça priorise tes campagnes entre elles. Ouais. Et parce que les équipes souvent utilisent plutôt la priorité des test cases pour matérialiser une priorité d'implémentation, une priorité de workflow, enfin bref, je ne sais quoi, mais c'est pas lié à la priorité d'exécution. Et donc c'est un peu comme le découplage des test cases avec les campagnes. C'est mieux de garder tout ce qui est lié à l'exécution dans notre bloc du milieu, qui est du coup l'exécution, les campagnes, etc. D'accord. Il y a une priorité dans la gestion de la priorité, justement, au niveau de la campagne ou au niveau du test? Alors, ça, il faudrait que je vérifie avec Benoît avec l'implémentation, mais moi, je suis quasiment sûr que si on met une priorité là au niveau de la campagne, c'est ce qui passe en priorité sur l'aspect exécution. Donc, D'accord. Donc, quel que soit, si je mets une priorité 1 au niveau de la campagne, quel que soit le. 4 tests à l'intérieur, ouais. Ok, d'accord. Donc, c'est Ouais. peut-être plus simple de le gérer là. Ouais. C'est Parce pour qu'en ça fait, qu'après, après, il faut pourrait découper imaginer. ses campagnes par priorité, en fait. Si on a plusieurs niveaux, il faut pas essayer de le faire à l'intérieur de la même campagne, effectivement. Ouais, parce qu'on pourrait imaginer des cas de test qu'on utilise dans le monitoring avec Ouais, une priorité plus basse et qu'on utilise aussi en non-régression avec une priorité plus ouais, haute. exactement, Auquel ouais. cas, ça serait là que ça serait géré au niveau de la Ouais, campagne. c'est ça. Du coup, on fait une campagne supervision qui prend par exemple les labels qu'on veut, plus les labels de UX-Perf ou Monitoring Customer Journey, que sais-je. Et effectivement, après, faire une campagne plutôt CI/CD, par exemple, avec une priorité plus basse, et qui effectivement garantit que si j'ai ma campagne de monitoring qui se lance, ça passe bien en priorité, versus mes tests de non-reg, quoi, ou de Ok. non-reg, ou hors prod, etc. Ouais. Donc ouais, ça peut amener un peu de design, ouais, de l'exécution, effectivement, pour se dire combien je peux en avoir en parallèle et du coup comment j'architecture ça pour qu'il n'y ait pas de conflit et de temps d'attente de ma perf, quoi. Ouais, Ouais, ok. exact. Merci. D'autres Oh, questions? ouais, même par chat, hein, si vous n'êtes pas à l'aise pour parler, il n'y a pas de problème. Si vous pouvez pas, des fois. De toute façon, je pense on a couvert de toute façon la majeure partie, hein, des choses, hein, je pense, sur Oui, puis on est les resté assez. frameworks. Parce que je pense que, On a- intégration, administration, voilà, on peut customiser les emails, les messages, mais voilà, ça c'est du détail ouais. Euh, d'implémentation. du coup, j'avais une autre question si tu peux aller sur un rapport n'importe Ouais, bien lequel. sûr. Hop. Non, pas en fait. En fait, l'idée, c'était de la sélection des cas de test en fonction des typologies de résultats. Donc là, si tu descends, encore, voilà, tu as le menu là qui apparaît avec statut. Donc, par défaut, tu arrives sur le ou les tests qui sont KO ou fail. Tout à fait. Imaginons que j'ai envie à l'inverse, d'afficher tous les tests qui ont été en OK. Si je sélectionne OK dans le statut en haut et que je fais refresh, bah, ça marche pas. Ouais, c'est vrai que c'est un point que je m'étais déjà remarqué aussi. C'est que malheureusement, alors, Antoine, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble que Ouais. quand effectivement les tests sont OK dans une campagne, on ne peut pas les revoir. Ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Commence. On peut pas ne voir que, on peut pas les cibler. Là, c'est par exemple, tu cliques sur OK, tu fais Ouais. refresh, ça fait rien en fait. Ah, mais clique sur full list et refresh. Ouais, mais là, si tu mets full list, tu auras tout. Ouais. Mais tu voulais faire quoi? Voir que les OK, c'est ça? Ouais, voir que les OK. Bon, là, évidemment, on Ah, a que d'accord, 7 OK. tests, donc c'est pas représentatif, mais D'accord, OK, OK. si tu Ah, as plusieurs d'accord. milliers de tests, Hmm. alors je OK. sais pas si c'est normal ou si c'est connu ou. D'accord, ouais, je vais vérifier dans la backlog de tickets. Effectivement, ça doit pas être quelque chose de très compliqué, hein, s'il y a ça. Donc, vu Oui, que- en fait, ce que tu voudrais, c'est pouvoir directement faire juste les OK et qu'il les affiche en Oui. refreshant. Ouais. Bah,
ce que laisse supposer l'organisation là, Oui, t'as c'est raison. possible de le faire en fait. Et quand on a full list, on a effectivement tout. Mais dès que tu veux Ouais, t'as rentrer raison. dans le détail, Ouais. ça laisse supposer le fait que tu puisses sélectionner chacun des libellés, ça laisse supposer que tu peux filtrer l'affichage. Donc après, Hmm. tu peux avoir un filtrage en jouant avec les paramètres en haut en fait, en C'est remontant pas tout le idéal temps. en fait. Mais c'est Ouais. pas l'idéal effectivement. D'accord. Ok. Ouais, c'est un bon point, ça. Merci pour le feedback, Michael. Ah Nickel. bah, C'est avec ça qu'on améliore de toute façon un produit. Donc. Ok. Ouais, du coup, j'en profite. Qu'est-ce qui vous plairait en sujet concret de Meetup? On a déjà une idée normalement pour le prochain avec une petite surprise au niveau de feature. Donc ça, pour l'instant, je pense que le prochain, on sait, on sait déjà. On le fera, à mon avis, vers fin juin, entre fin juin et début juillet. Et vous avez des sujets, vous, sinon, qui vous diraient, ah, putain, j'aimerais bien qu'on parle de ce sujet-là, ou même qu'on fasse un retour d'expérience. On avait même imaginé faire des formats différents, plus d'échanges, type Ask Me Anything, ou voilà, des formats comme ça. Est-ce que vous avez des suggestions, ou des besoins qu'on pourrait répondre? bah, de mon côté, désolé si je monopolise la parole. Non, vas-y, n'hésitez pas les autres Mais bon, personnes. j'ai pas l'impression, oui, de couper la parole à qui que ce soit. Non, et voilà. Parole. J'avoue que l'idée de faire une sorte de questions-réponses, bon, Mhm. pas systématiquement, mais en plus de certains sujets identifiés, ça pourrait être intéressant Ouais. d'avoir des cas, d'identifier des cas concrets, peut-être un peu en amont, et puis de dire, bah voilà, sur ce Ouais. meet-up-là, on va traiter de 4 ou 5 petits sujets avec des cas concrets Mhm. bah, liés à des problématiques de code qu'on peut rencontrer ou des choses qu'on a du mal à faire fonctionner ou à faire fonctionner de manière pérenne, stable. Mhm. Mhm. Euh, Ça pourrait être intéressant. D'accord, ok, très bien. Moi, j'ai une petite remarque aussi, c'est j'ai essayé de faire fonctionner, c'est le paramètre pour activer suivant les versions. Alors, soit j'ai pas compris l'intérêt. Ouais. Ah, d'accord, donc on était dans le test case leader, là, c'est ça, avec le. Ouais, Mhm. ouais. Donc, soit j'ai pas compris l'intérêt. Moi, pour moi, c'est suivant les environnements. Je voulais que les scénarios soient différents, en fait. Ouais. Et bah, j'ai pas compris. C'est pour comprendre l'utilité Oui, Ouais. En fait, c'est parce qu'il y a absolument. en fait, il y a une brique qui est pas souvent utilisée dans la partie Cerberus, qui est la partie intégration, là. Et en fait, intégration permet pour une application, en fait, d'y intégrer la gestion de versions, type, le standard, c'est normalement version majeure, mineure et patch. Donc, par exemple, la version de l'application 1.2.3, 1.2.4, Voilà, ouais. etc. Et en fait, on avait comme c'était remonté de quel besoin, c'est qu'en fait, on avait des features qui allaient être disponibles que dans une certaine version, ou au contraire qui sont décommissionnés à partir d'une certaine version. Et en fait, le fait de dire ce test case s'exécute à partir ou est valide jusqu'à telle version, ça a évité en fait de lancer notre campagne globale avec tous nos tests de non-règles, par exemple, sur des features qui étaient plus disponibles et du coup enfin, c'est pas vraiment des faux positifs justement, c'est juste des tests qui sont plus pertinents ou pas encore pertinents versus le produit. Et c'était utile parce qu'en fait, on avait des testeurs pour certains cas qui implémentaient des tests, par exemple en avance de phase, etc. Parce qu'ils avaient déjà des structures de test très réplicables avec les modules et la librairie. Sauf qu'en fait, ils ne pouvaient pas encore le tester, par exemple en UAT en prod, parce que la feature n'était pas encore activée. Et en fait, du coup, ça permet de répondre à ce cas d'usage. Donc, ça suppose quand même un certain niveau de maturité d'intégration, parce que par exemple, c'est la brique intégration là, pour gérer les versions, elle s'intègre automatiquement avec des API, donc ça peut se faire avec le Jenkins et ce genre de choses-là. Mais ça suppose quand même un niveau assez fort d'intégration entre la gestion de release du produit, quoi, du software, et le test. Donc effectivement, c'est du nice to have dans des contextes où c'est forcément pertinent et où il y a on va dire, des features qui sont régulièrement activées, désactivées. Je pense que là, ça se justifie, mais c'est effectivement loin d'être la norme et le standard. Hein. Ok. Mm. Donc ouais, si vous l'utilisez pas d'inquiétude à avoir, c'est pas du tout un standard. Mm.
pense qu'en tout cas, pour la partie questions-réponses, ça sera bien on enverra sûrement un petit message en amont pour effectivement essayer de récolter des questions et effectivement après de mettre en place au prochain meet-up cette petite session où on va répondre aux fameux cas d'usage. Ouais, ça pourrait être aussi des questions régulières qu'il y a sur Slack, etc. Je pense que c'est souvent des problématiques concrètes qui sont rencontrées en voulant utiliser en live. Ok. Bon, très bien. Merci beaucoup à tous d'être venus. N'hésitez pas à laisser un like sur le GitHub. Ça nous aide des fois en SEO et à ce que l'outil soit connu et qu'on puisse améliorer l'outil. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis restez tunés sur les réseaux sociaux, etc. Donc prochain événement, voilà, entre fin juin et le 15 juillet, normalement, si tout se passe bien. Puis avec des news d'ici là, de toute façon. Voilà. Bon courage à vous. Merci à vous. Ouais, merci. Merci. Midi. À la prochaine. Ouais.